c'est mon anniversaire, mais pas mon anniversaire à moi, l'anniversaire de mon entreprise. Salut les biquettes! Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver en vidéo pour une occasion un peu spéciale puisque aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma boîte. Enfin, aujourd'hui, au moment où je poste cette vidéo, puisque là, je tourne un petit peu en avance. Le temps de faire mon montage, vous comprenez. Bref, partons du principe que cette vidéo a été tournée le jour de l'anniversaire de ma boîte. Donc, le 15 octobre. Officiellement, j'ai pas lancé ma boîte le 15 octobre, je l'ai déclaré fin septembre, mais le 15 octobre, c'est le moment où j'ai commencé à communiquer sur les réseaux sociaux pour dire que je proposais mes services de web design et de community management. Parce que avant ma boîte existait, elle était enregistrée à l'INPI, mais il y avait pas de charte graphique, il n'y avait pas de site internet, j'avais rien posté sur les réseaux, j'en étais encore à la phase créative et j'avais juste déclaré mon nom à l'INPI. Et j'ai commencé à communiquer dessus le 15 octobre. Donc ça fait déjà 1 an que je suis en freelance. C'est passé trop vite. Tous les gens qui fêteront des anniversaires, je pense, vous diront que c'est passé beaucoup trop vite. Mais vraiment, le temps a filé à une vitesse. J'ai l'impression d'avoir élevé un gamin et qu'il est déjà au lycée. Par contre, vraiment, ça pue la fumée, parce que du coup là je voulais souffler ma bougie pour avoir un effet un peu stylé. Maintenant ça pue le cramer. Donc dans un premier temps, j'ai noté quelques petits chiffres dans mon petit carnet. Je vais vous faire une sorte de petit tour de mon année rapidement en quelques petits chiffres. Cette année, j'ai fait plus d'une dizaine de projets. J'ai accompagné quelques clients, quelques entreprises, donc dans la création de leur site internet, dans la gestion de leur réseau, en formation réseau et autres prestations. J'ai fait plus de 160 posts sur Instagram en 1 an et j'ai environ 130 abonnés. Et sur YouTube, je me suis lancée un petit peu plus tard puisqu'il me semble que je m'étais lancée en décembre 2024 et j'ai fait plus de 35 vidéos, short compris, et actuellement j'en suis à 65 abonnés. Donc c'est des chiffres qui paraissent pas mirobolants comme ça au premier coup d'œil, mais j'avoue en être tellement fière parce que de base, je suis partie de rien en termes de compte, c'est-à-dire que forcément j'ai créé mes comptes pour mes réseaux sociaux. Les chiffres peuvent paraître tellement ridicules par rapport à d'autres chiffres qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, des gens qui ont des milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers d'abonnés en un temps record. Ce n'est pas mon cas, et pourtant je suis trop contente de voir que ça m'intéresse quand même quelques personnes, parce que si on regarde sur YouTube où j'ai seulement 65 abonnés, si j'invite 65 personnes chez moi, ces personnes-là viennent me dire on aime bien ce que tu fais, ça fait beaucoup, 65 personnes. Sur Instagram, plus de 130 personnes qui me suivent et qui apprécient ce que je fais, ça me fait vraiment plaisir, même si forcément, comme tout entrepreneur, on veut avoir des chiffres plus grands, je suis quand même déjà très fière du chemin que j'ai parcouru et j'ai hâte de voir la suite. Donc pour vous faire un petit résumé de mon année, je vous ai demandé sur Instagram de me poser quelques petites questions et du coup je vais y répondre. Il y en a certains, j'ai dû faire une petite sélection parce que certaines questions se répétaient. Donc comme ça va nous permettre de faire un petit tour de l'année en question. Alors, la première question, comment as-tu vécu personnellement cette première année ? Alors, je pense que tout le monde vous dira que l'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes et c'est comme ça que je l'ai ressenti. Si je dois faire un peu dans l'ordre, je dirais au tout départ quand je me suis lancée, t'as évidemment cette fougue de te dire « Punaise, je lance ma boîte, je me lance en entrepreneuriat », tu te lances dans l'inconnu, tu sais pas comment ça va se passer, tu sais que ça va être dur, mais tu sais pas à quel point, tu sais rien quoi. T'es un peu stressé, que ce soit par rapport à l'administratif, etc. Et j'étais un peu dans cet état-là, à la fois un mélange d'excitation et de stress, de me dire je lance ma boîte, je lance mon bébé. J'étais sûre de rien, mais vraiment rien du tout. Tout ce que je peux dire, c'est que je m'étais de base fixé un objectif de vivre de mon activité au bout d'environ 2 ans.
Et au tout départ, quand j'ai créé ma boîte, j'étais très souvent chez mon copain et pendant que lui était en journée de cours, et ben moi je squattais son ordinateur pour pouvoir faire ma charte graphique, mes réseaux sociaux, pour avancer tout et vraiment me créer une base de données, me créer un truc solide pour démarrer. Et donc ensuite, les premiers mois ont passé et j'ai pas eu de clients tout de suite. Forcément, tu sais que tu dois prospecter, tu sais que tu dois vraiment te donner à fond pour justement trouver ses premiers clients. J'ai trouvé mon premier client, donc je me suis lancée en octobre, donc 2 mois plus tard, en décembre, j'ai trouvé mon premier client. Enfin techniquement, on a commencé à communiquer ensemble en novembre et j'ai commencé à travailler pour ce client-là en décembre. Et donc, j'étais assez contente parce que je sais qu'il y a pas mal de gens, en tout cas quand je discute sur les réseaux avec certains, beaucoup trouvent leur premier client au moment où ils se lancent, mais beaucoup aussi se lancent et trouvent pas de clients avant les premiers mois, les 3-6 premiers mois. Donc moi, je m'estime quand même très heureuse d'avoir trouvé mon premier client au bout de 2 mois. Ça peut paraître beaucoup, mais je sais pas, d'un point de vue entrepreneur, ça me paraît quand même assez correct. Ensuite, j'ai eu ce premier client pendant un certain temps, et puis après, j'ai trouvé d'autres clients, donc via le bouche à oreille, etc. Et puis aujourd'hui, j'en ai accompagné quelques-uns, beaucoup viennent via le bouche à oreille, ou alors via de la prospection. Et donc ça a commencé un peu comme ça continue comme ça. Il y a des moments dans l'année où forcément c'était moins facile, c'est-à-dire que il y a des moments où tu doutes énormément. Dès que je bloquais sur un petit truc, je me disais oh vas-y c'est bon, je suis une entrepreneur ratée, je vais jamais y arriver, et je me mettais pas mal la rate au courbouillon pour pas grand chose hein, finalement. Et puis à côté des grands moments de joie quand tu rends un projet et que la personne en face te remercie, qu'elle est ultra satisfaite, et ça fait plaisir de voir quand les gens sont contents, quand ils repartagent ton travail, ça fait beaucoup trop plaisir. Donc si je devais résumer mon année comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est des montagnes russes, c'est des moments de grand stress, mais également des moments de grand bonheur et de grande fierté. Dans le global, j'ai plutôt bien vécu cette année. Deuxième question, qu'est-ce qui te rend la plus fière sur cette première année ? S'il y a un truc qui devrait me rendre fière, je dirais que c'est le fait d'avoir tenu ma communication régulièrement sur le long terme. Parce que mon métier c'est community manager, mon métier c'est de communiquer sur les réseaux sociaux, et donc sur les réseaux sociaux on doit être régulier. Je me suis aidée de plusieurs outils pour réussir à être régulière, et justement j'ai réussi à tenir ce rythme de 3 posts par semaine. Des fois sur Instagram il y avait un petit post qui sautait tout simplement parce que je le publiais sur LinkedIn ou YouTube ou autre, mais j'ai réussi à tenir ce truc de poster 3 fois par semaine sur 3 réseaux différents pour justement ma communication, et j'ai réussi à le tenir sur plus d'1 an. Je suis très fière de me dire que j'ai réussi à m'organiser de manière à tenir cette communication, très fière de ça. Et sinon je suis très fière de certains projets clients, tous mes projets clients je dirais même, et justement ça fait un pont vers la troisième question. Troisième question qui est: es-tu contente des projets clients que tu as réalisés? Alors tous mes projets clients, j'en suis fière, tout simplement parce que j'y ai mis toute mon énergie, j'y ai mis toute ma créativité, mon imagination. J'ai essayé au maximum de retranscrire l'âme de l'entreprise du client, ça fait waouh, très spirituel dit comme ça. J'ai essayé de retranscrire au maximum les besoins et l'envie du client tout en les conseillant. Oui, je suis très fière de ces projets clients. Il y en a certains à l'heure où je parle dont je suis très fière qui ne sont pas encore sortis, qui devraient sortir d'ici 1 mois, je dirais, 1 mois maximum. Et sinon un autre projet dont je suis très fière et qui lui pour le coup est sorti, c'est un projet que j'ai fait pour Bertie de Lost in Web. Et ce qui est très marrant, c'est que c'est un projet que j'ai pas l'habitude de faire. Lost in Web, donc Bertie, j'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. C'était une de mes anciennes profs, donc c'était mon ancienne prof de community management quand j'étais en école supérieure. Elle m'a beaucoup accompagnée quand je me suis lancée en freelance. J'ai eu de la chance d'être énormément entourée au moment où je me suis lancée, et même encore aujourd'hui, je suis vachement bien entourée en termes d'entrepreneurs, donc vraiment ça me fait trop plaisir. Le projet de Bertie, elle est coach business et communication. Ça fait plus de 10 ans qu'elle fait ça, elle a son site internet et elle avait des stickers qui représentaient ses prestations. Objectivement, ces stickers-là étaient bien, ces illustrations étaient bien, mais ça la représentait plus trop. Elle voulait quelque chose de plus actuel qui la représente plus, et donc je lui ai fait
des petits stickers qui représentent ces différentes offres. J'ai également fait 3 autres illustrations pour elle pour un projet qui s'appelle Bicom. Donc c'est une des prestations qu'elle propose pour les abonnés de cette prestation, donc les abonnés de Bicom. J'ai créé 3 illustrations. Franchement, je me suis trop amusée à faire ce projet. Elle était très satisfaite de ce projet-là. Les illustrations, c'est pas trop ce que j'ai l'habitude de faire, mais d'un côté, je me dis que c'est une prestation que je pourrais proposer aussi, puisque techniquement, c'est une prestation un peu reliée au web, puisque c'est des icônes qui sont destinées à terminer sur des sites internet ou sur une com en ligne. Donc je me dis que techniquement c'est un rapport, et puis même j'ai beaucoup aimé faire ce projet, du coup je réfléchis, c'est en train de mûrir dans ma tête, est-ce que je devrais en faire une prestation à part entière, ou alors est-ce que je devrais l'inclure en plus d'une prestation? Je sais pas, ça mûrit encore, ça mouline, donc je réfléchis à ça, et puis on verra bien, hein, si je me décide un jour. La 4e question, quels sont les objectifs que tu t'étais fixés? Les as-tu atteints? Donc pour les objectifs, je me rappelle quand j'ai commencé ce petit carnet, en début de page, je me suis noté des petits objectifs à réaliser au fur et à mesure de l'année. Au départ, j'ai eu un peu de mal à me les fixer parce que justement, vu que je plongeais dans l'inconnu, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Si je devais me fixer un certain montant de chiffre d'affaires, si je devais me fixer un certain nombre de clients accompagnés, d'avis clients sur Google, sachant que c'est pas des paramètres que je peux vraiment maîtriser. Même si en prospectant, en communiquant sur les réseaux et justement en me faisant connaître, je peux quand même me donner une certaine idée et augmenter mes chances d'avoir plus de clients, mais c'est un chiffre que je peux pas vraiment... Je sais pas, puis je savais pas à quoi m'attendre, surtout que dans un premier temps, sur les réseaux ou via d'autres entrepreneurs que j'avais rencontrés avant de me lancer, j'avais entendu certaines bêtises sur l'entrepreneuriat, comme celle qui disait « Si tu ne fais pas 10 000 € de chiffre d'affaires ta première année, ça va être compliqué pour la suite et il vaut mieux arrêter. » Et du coup, je m'étais mis un stress immense pour me dire je dois absolument faire ces 10 000 € de chiffre d'affaires. Et quand j'en ai parlé justement à un autre groupe de freelance avec qui je suis aujourd'hui, ils m'ont tous dit mais tu sais qu'aucun de nous a fait 10 000 sa première année. Et parmi ces freelances-là, il y en a beaucoup qui vivent aujourd'hui de leur activité. Donc en fait, ça m'a pas mal rassurée dans le sens où chacun fait son chiffre, chacun avance à son rythme. On peut, je sais pas, autant faire 5 000 la première année que l'année d'après faire 15 000 voire 20 000. Ou alors même certains peuvent faire, je sais pas moi, imaginons 15 000 la première année et l'année d'après faire 7 000. En fait, le chiffre d'affaires en entrepreneuriat, même si on nous demande en moyenne tu gagnes combien, même donner une moyenne c'est compliqué à l'année parce que d'une année à une autre ça peut totalement changer. Donc moi j'en suis qu'à ma première année, mais je m'appuie surtout sur l'expérience de d'autres entrepreneurs qui me disent qu'une année ils font un chiffre de 30 000 et l'année d'après ça se divise en deux et l'année d'après ça fait x3. Enfin c'est très hasardeux entre guillemets. Donc l'aparté pour dire que j'ai eu du mal à me fixer des objectifs. Et parmi ces objectifs, je m'étais donné de prospecter environ 5 entreprises par semaine. Donc prospecter, donc envoyer des mails, appeler des entreprises, rencontrer des entreprises pour leur parler de mes offres. Et c'est quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire, puisque pour moi prospection rimait avec EDF qui t'envoie 49 000 appels par jour. Des fois aujourd'hui maintenant c'est avec des IA qui font ça, et justement ça te déconcentre. C'est chiant de recevoir des appels en disant oui alors on fait une nouvelle prestation électricité, et toi tu te dis foutez-moi la paix. Et du coup en soi prospecter c'est bien, mais il faut bien le faire. Par exemple, dans ma boîte mail, j'ai déjà reçu beaucoup de prospections pas du tout personnalisées, justement envoyées avec de l'IA. Mais par exemple, j'avais reçu des prospections de merde. Même par exemple, des fois en DM Instagram, il y a des gens qui me prospectent. Souvent, c'est des gens qui sont très gentils, très sympas, qui écrivent des messages personnalisés, justement, qui essaient de vraiment comprendre ton besoin. Et des fois, t'en as certains, tu te dis, mais... ça va, oui. Genre des gens qui te font culpabiliser si tu ne prends pas leur offre parce que tu ne veux pas faire évoluer ton business et que du coup c'est de ta faute. D'autres qui n'envoient pas du tout des messages personnalisés, des copier-coller. Les fameux madame monsieur par mail, alors que tu vas 2 secondes sur mon site internet, tu vois que je suis une femme seule dans ma boîte. Ce genre de choses où tu vois clairement que c'est des messages copier-coller, des messages écrits par IA, etc. Donc tout ça pour dire que la prospection en soi c'est bien, mais
par pitié, si vous faites de la prospection, faites un effort, renseignez-vous un minimum sur la boîte que vous appelez. Mais du coup, c'est pour ça qu'au départ, j'avais du mal avec la prospection et que j'essaie de me mettre un coup de pied au cul parce que justement, je voyais ça comme les forceurs qui font des messages pas personnalisés, qui t'appellent 40 fois alors que t'as dit que non, tu n'étais pas intéressé. Et même quand tu leur dis non, ils te reproposent des trucs derrière. Et toi, tu dis non, laisse-moi tranquille. Je me suis efforcée à plus prospecter, donc 50 reprises par semaine. Atteindre au moins 100 abonnés sur Instagram ou alors sur YouTube. Avoir des clients réguliers en gestion de réseaux sociaux et des sites internet à ajouter à mon portfolio. Continuer mes vidéos sur YouTube avec au minimum une vidéo par mois. Trouver un projet fil conducteur pour faire de la com sur les réseaux, puisque peut-être que vous avez vu passer des vidéos comme ça sur Instagram, mais souvent un des conseils qu'on peut donner pour augmenter sa visibilité sur les réseaux, c'est de trouver un projet fil conducteur pour lequel les gens peuvent vous suivre. Et enfin, arriver à occuper mes journées de 9h à 17h, donc les horaires de bureau. En soi, c'est des objectifs que j'ai réussi à atteindre, puisque je prospecte environ 5 entreprises par semaine, des entreprises que je sélectionne un minimum évidemment. Atteindre les 100 abonnés, j'ai atteint cet objectif sur Instagram et pas encore sur YouTube. Avoir des clients réguliers en gestion de réseau et en site internet. Actuellement en gestion de réseau, j'ai pas de clients, mais en site internet, en création de site, j'ai plusieurs projets, donc il faut que je les mette sur mon portfolio et des projets en cours qui vont pas tarder à sortir, qui normalement devraient sortir d'ici courant fin octobre, début novembre. Continuer mes vidéos sur YouTube un mois minimum, c'est un objectif atteint aussi, même si j'essaie aussi d'être légèrement plus régulière avec environ 2 vidéos par semaine, même si bon, YouTube c'est plus pour m'amuser, j'avoue, parce que j'aime bien faire du montage, j'aime bien faire mes conneries, bref. Avoir un projet fil conducteur, alors c'est pas un truc qui a duré sur 1 an, mais c'est un truc qui a duré sur 1 mois. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais si oui, peut-être que durant le mois de mai, vous avez vu mon défi de faire une vidéo par jour pendant 1 mois. Et en fait, ce truc fil conducteur, c'était de donner des astuces, et en gros, le format, c'était faire tel truc sur les réseaux sociaux, c'est oui ou non. Et la suite de la vidéo, c'est moi qui réponds à ce truc, genre par exemple, supprimer des abonnés, est-ce que c'est oui ou non? Utiliser l'IA pour faire sa description, c'est oui ou non? Et l'objectif, c'était de donner quelques clés à des entrepreneurs pour apprendre à gérer un peu mieux leurs réseaux sociaux. Et du coup, c'était une sorte de projet fil conducteur qui a duré sur environ 1 mois, mais un vrai truc fil conducteur de série de vidéos qui peut durer sur toute l'année et ceux pour lesquels on est connu, pas vraiment, donc je dirais que c'est un objectif à moitié atteint. Je réfléchis en ce moment à un autre projet que je pourrais faire, donc peut-être 2 vidéos par semaine de ce sujet-là ou 1 vidéo par semaine. Je sais pas encore, je vais voir, encore une fois c'est quelque chose qui mouline dans ma tête. Donc je dirais objectif à moitié atteint. Et enfin arriver à occuper mes journées de 9h à 17h. Justement c'est un objectif que je m'étais fixé à la base justement pour légitimer en quelque sorte mon activité en me disant que si j'arrivais pas à occuper mes journées de 9h à 17h, c'est que j'avais pas assez de projets et que j'étais pas assez bonne dans ce que je faisais. Et en fait en soi cet objectif est un peu bête parce que la plupart du temps je travaille environ de 9h à 17h parce que j'ai pris l'habitude de le faire comme ça. Mais en fait justement, une des raisons qui me pousse aussi à continuer en freelancing, c'est aussi la liberté des horaires. La liberté de me dire, soit aujourd'hui je peux choisir de bosser genre seulement 4 heures, et le lendemain, pendant 12 heures, je tryhard à fond sur le truc, des moments où parfois dans la journée je peux avoir une grosse pause de 2 heures et ensuite recontinuer pendant 4 heures non-stop. Justement c'est là que c'est un peu bête parce que ça c'est plus un objectif un peu horaire de bureau, donc oui j'ai de quoi occuper mes journées de 9h à 17h, mais il y a des journées où j'ai pas forcément grand chose à faire ou alors j'ai de l'avance et justement c'est un truc que je kiffe, c'est cette liberté de me dire si j'ai un rendez-vous chez le médecin ou si je veux prendre des vacances, si je veux prendre ma semaine ou si je suis malade, je ne dois de compte à personne, juste à moi-même. C'est moi qui fixe mes horaires, c'est moi qui choisis. C'est pour ça que cet objectif de 9-17, je suis pas sûre, même si techniquement il est atteint, mais bon, je trouve pas que c'était un objectif pertinent. Donc, pour répondre à la question, j'ai atteint une bonne partie de mes objectifs, mais du coup, là maintenant, j'ai une meilleure idée de ce à quoi m'attendre. Ça fait un pont vers donc une autre question. Ce serait quoi ton dream goal business pour
ta deuxième année. Donc mon dream goal business, donc techniquement j'ai déjà un peu répondu au cours de la vidéo, mais que je vive pas quasi intégralement en tout cas de mon activité, que j'ai de quoi vivre avec mon entreprise. Donc peut-être que 2 ans ça peut paraître très court, mais j'ai vraiment envie de me donner à fond et surtout de prendre la température. Vraiment, j'ai vraiment cet objectif de vivre de mon entreprise, de vivre de la biquette du web au bout de ma 2e année d'entrepreneuriat. Ce serait vraiment quand même pas mal parce que je sais que souvent les gens mettent environ 4-5 ans avant d'en vivre. Si ça se trouve, ça prendra plus de temps, ça se trouve, ça prendra 1 année de plus, mais j'essaie de me donner à fond pour atteindre cet objectif et au moins me dire, je sais pas, doubler mon chiffre d'affaires, voire le tripler pour ne serait-ce que dégager un mini salaire ou quelque chose comme ça, et pouvoir en vivre intégralement. Je sais que j'ai des très hautes attentes pour ma 2e année, alors que mes objectifs de première année, j'avais vraiment baissé mes attentes. Mais là, je sais pas, j'ai envie d'y aller à fond. Et enfin, quelle est ta pire expérience et ta meilleure anecdote? Alors, je vais commencer par la meilleure anecdote. En soi, c'est surtout mignon, c'est un truc dont j'avais déjà parlé sur les réseaux sociaux parce que j'avais fait un réel dessus, peut-être que vous l'avez vu. Dans la description, je raconte une anecdote à propos de ma maman. Coucou maman, je sais qu'elle voit toutes mes vidéos, donc je sais qu'elle va me voir, donc coucou maman. Mes parents m'ont beaucoup soutenue dans la création de ma boîte, me soutiennent encore beaucoup aujourd'hui, mais ma mère, c'est un niveau. Elle est malade. Un jour, je rends visite à mes parents et ma mère me demande de l'aide pour quelque chose sur son ordi. Et donc, je m'exécute et à un moment, je me promène donc dans les fichiers, les dossiers et je vois un fichier YouTube Alex. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et du coup, je clique. Et quelle ne fut pas ma stupeur quand j'ai découvert que, en fait, c'est que des screens de mes miniatures de vidéos YouTube. Du coup, je me retourne et je demande à ma mère, mais pourquoi t'as ça sur ton ordi? Pourquoi tu fais ça, en fait? Et elle m'a répondu avec le plus grand des calmes. Ah mais en fait, ce que je fais, c'est que je prends des captures d'écran de tes vignettes de vidéos et ensuite je les imprime pour les mettre dans un carnet photo, pour les souvenirs. Ah oui. Donc vraiment pour vous dire qu'elle est fan, mais fan. Et sinon, ma pire expérience, j'en ai une en tête. Je vais anonymiser à fond, évidemment. Je vais pas dire le nom de l'entreprise, je vais pas dire le domaine d'activité, et je vais même pas dire la prestation pour laquelle c'était, pour pas qu'on les reconnaisse. Donc en soi c'est une histoire, j'en veux pas du tout aux personnes en question. Je pense juste qu'on avait des points de vue différents, où il y a plein de choses qui n'ont pas été dites, mais en soi c'est vraiment pas grave. Ça a un peu blessé mon ego sur le moment. Surtout quand tu te lances en freelance et qu'il y a quelque chose qui se passe mal, ça te pique un peu. En gros, c'était un client que j'avais pour une certaine prestation et la prestation, on s'était fixé une certaine durée pour effectuer cette prestation. Pendant la durée de la prestation, tout se passe vraiment très bien, tout se passe à merveille, la personne est très gentille, bref, tout se passe vraiment très très bien et la personne en question est contente de ce que je fais. C'est-à-dire qu'elle me dit régulièrement qu'elle est satisfaite, elle me le dit de vive voix, elle me le dit par message, et elle me dit ouais tout simplement qu'elle est contente de ce que j'ai fait, et que du coup on peut continuer, enfin c'est très bien quoi. Et du coup moi je me dis cool, mon client est satisfait, moi aussi par conséquent. Et en fait je sais vraiment pas pourquoi, un peu du jour au lendemain, vraiment il y a eu un truc où je sentais la personne beaucoup moins investie et extrêmement distante. J'arrivais plus à la contacter ou alors, je sais pas, je sentais que la personne était beaucoup moins dedans. À un moment, je m'étais déplacée à un événement justement pour cette personne en question. C'était acté que je vienne là-bas, etc. pour justement, dans le cadre du projet de cette personne. Je viens et toute la durée qu'a duré la prestation, la personne que j'avais en tant que client m'a ignorée. Et du coup, je me suis retrouvée comme une débile en me disant mais c'est gênant, tu vois, tu viens pour une personne, pour effectuer la prestation d'une personne, et cette personne t'ignore, tout simplement. Et du coup, j'effectue ma prestation, et juste, je m'en vais, quoi. Je dis au revoir, je vais quand même dire au revoir, et la personne me dit au revoir très rapidement, comme si la personne était gênée que je sois là. Mais j'ai pas une raison pour t'énerver. Maman popo, tu vois maman?
Hop là, regardez comme il est mignon. Tu es beau mon cœur. Et bref, du coup pour continuer cette histoire, après ce moment-là, je le sentais très mal. Et du coup je me disais, bah je pense que, je sais pas, j'ai le mauvais pressentiment que la personne va arrêter la prestation prématurément. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé parce que peut-être 1 ou 2 semaines plus tard, la personne m'a rappelé en me disant que il arrêtait la prestation. Et il a sorti une excuse assez que je trouve un peu bizarre, dans le sens où oui, mais je me reconnais pas tellement dans ce type de prestation. Mais en soi, t'as fait du bon boulot, mais c'est juste que je me reconnais pas trop dedans, quoi. Et du coup, je me disais, ok, je sentais que la personne me disait pas tout, mais je me dis, tant pis. Et en fait, quelques mois plus tard, j'ai appris que la personne en question avait pris un autre prestataire pour cette même mission. Et du coup, ça m'a foutu très mal à l'aise, dans le sens où je me suis dit, tu sais que la personne n'a pas été transparent là-dessus. On m'avait dit, je me reconnais pas dans telle prestation, et au final, quelques mois plus tard, tu prends quelqu'un d'autre pour cette exacte même prestation. Et puis même, moi, je pensais que j'avais fait n'importe quoi, mais la personne en face me dit, non, mais t'as bien travaillé et tout. Tu sais, un peu le typique dans les ruptures, le c'est pas toi, c'est moi. Tu sentais qu'il osait pas, que la personne n'osait pas dire quelque chose, un point qui la dérangeait. Et en fait, j'ai jamais su. Et juste après la fin de prestation, la personne s'est désabonnée de moi sur tous les réseaux, ce que j'ai pas tant compris non plus. Donc en soi, c'est pas grave, mais en fait, à côté, ça m'avait quand même pas mal miné parce que justement, au départ, j'ai eu une énorme remise en question. Je me suis dit, mais si ça se trouve, c'est que je suis trop nulle. Si ça se trouve, c'est que j'ai fait n'importe quoi et la personne n'a pas osé me dire que j'étais nulle, tu vois. Mais je sais pas, parce que pendant la prestation, quand je faisais... il y avait des petites choses qui lui plaisaient moins, il me le disait. Et en fait, le fait que cette prestation soit finie comme ça, et que surtout j'ai pas les vraies raisons, parce que pour moi, du coup, c'était pas les vraies raisons, hein, on s'en doute. Mais en soi, je leur en veux pas du tout, parce que ça se trouve, il y avait d'autres choses derrière qui voulaient pas forcément me dire, qui étaient beaucoup plus privées, et qui me regardaient pas, tout simplement. Peut-être, on n'en sait rien, hein. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas. Mais je me dis que c'est pas grave, ça sert à rien de me miner pendant des heures en me disant mais ça se trouve je suis trop nulle, etc. Alors qu'à côté, tous mes projets clients sont très bien passés, tous mes clients ont été satisfaits. Je me dis que c'est pas grave, j'ai juste été piquée dans mon ego, j'ai déprimé un petit peu, mais j'ai rebondi et puis aujourd'hui ça va. Oh tu es mignon. Et donc voilà, c'était la pire anecdote qui... Franchement, en soi, ça va. Franchement, ça va, c'est juste, pour un début, ça m'a un petit peu blessée. Mais sinon, à part ça, c'est absolument pas grave, j'en veux absolument pas à ces personnes-là. Et puis j'ai continué ma vie, tout simplement. Et puis, donc voilà, c'était ma meilleure et ma pire anecdote. J'ai pas plus de questions. Voilà, c'était le résumé de ma première année sous le nom de la Big Candy Web en freelance. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que l'intervention de mon associé un peu dissipée vous aura plu également. Et sur ce, je vous remercie. On vous remercie. On lui s'en fout. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Sur ce, je vous invite à vous abonner donc à ma chaîne YouTube et aussi, encore une fois, à mon Instagram, @BigCandyWeb. J'y partage plein d'astuces. J'y partage aussi un petit peu ma vie et quelques conneries. Et je vous remercie. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée. On vous souhaite une merveilleuse journée. Et sur ce, salut les biquettes!